l'objectif était de travailler sur le comportement des essences dans le cadre du changement climatique, en voyant leur comportement, en faisant varier la latitude. Puisqu'on part du Portugal, on finit en Écosse, on a je ne sais pas combien de degrés de latitude de variation. Et l'idée c'était véritablement de voir les évolutions de comportement de ces essences-là en fonction de la latitude et en fonction du changement climatique à venir. Voilà. Et donc on a testé des essences et des provenances pour voir justement si on avait des différences en fonction de la latitude, etc. Et aussi de tester des nouvelles essences qu'on ne plante pas actuellement, par exemple en France ou en Espagne ou au Royaume-Uni, et donc de voir comment elles se comportent et si elles peuvent constituer des essences d'avenir pour les futurs forestiers qui vont planter les forêts de demain quand il y aura le changement climatique qui sera bien là, même s'il est déjà là. L'idée, si vous disiez, on a utilisé les mêmes essences. Par exemple, là on a du chêne Cécile, par exemple on a du chêne pédonculé. Donc l'idée c'est plutôt de voir ces chênes Cécile et chênes pédonculés qui fonctionnent, là on est dans un plateau de chêne Cécile, de voir comment ils fonctionnent ici en France, c'est juste ces chênes-là. Mais ces chênes-là, on les a aussi mis au Portugal. On les a aussi mis en Espagne. Or, le Portugal et l'Espagne, c'est notre climat de demain. Et donc l'idée de voir comment ils se comportent là-bas, si là-bas, déjà, ils meurent, bon, on peut quand même se dire que potentiellement, s'ils meurent là-bas aujourd'hui, demain, dans 30 ans ou dans 40 ans ici, quand on aura le climat du Portugal, eh bien, il nous arrivera exactement la même chose. Voilà. On a c'est ce qu'on appelle les analogues climatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se préoccupe d'une essence, par exemple en Bretagne, l'idée c'est de dire, en Bretagne, en 2025, on est en 2025 en Bretagne, où est-ce qu'on peut trouver le climat de la Bretagne de 2050 ou de 2060? Et là on a des modèles climatiques qui le permettent. Et je pense, alors je n'ai pas regardé, j'aurais pu regarder, mais c'est peut-être le climat de Barcelone par exemple. Bon, j'espère que c'est pas le climat de Séville, parce qu'il fait très chaud et très très sec, mais ça risque d'être le climat de Madrid ou des choses comme ça. Et je pense que Météo France a fait sur son site Drias justement cette analogie où vous pouvez voir le climat de Rennes en 2050, et bien ça sera le climat peut-être de Séville, etc. Vous allez voir sur le site de Drias de Météo France. Okay. Voilà. Parce que ça permet aux gens de bien s'imaginer un petit peu ce que sera l'avenir. Alors après, c'est ce que sera l'avenir en fonction des scénarios climatiques que l'on choisit. Si on est quelqu'un d'optimiste, on dit oh mais non ça va aller, ça sera pas trop mal, etc. Par contre, si vous êtes quelqu'un de pessimiste, vous regardez ces scénarios pessimistes et là bon, vous allez vous coucher parce que c'est une catastrophe. Très sincèrement, on ne sait pas où on sera. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on y va. Mais après, à quelle vitesse on y va, ça dépend complètement de nous et des décisions politiques que prendront les sociétés sur l'émission de carbone fossile, etc. Ce que la Terre pourra elle aussi parallèlement fixer en carbone, etc. Ça, il faudrait. J'ai pas de boule de cristal. Et donc on a, voilà, quand le GIEC, vous regardez les courbes du GIEC, vous avez voilà, on va se situer dans cette zone-là. Mais cette zone-là, elle est quand même assez éloignée de la zone actuelle, du climat actuel. On sait qu'on ne sera plus dans le climat actuel. On sait qu'on sera dans autre chose, qui sera plus ou moins grave. Et donc là-dedans, la forêt, mais si c'est pas trop grave, on peut espérer conserver nos essences, notre chêne Cécile, notre chêne pédonculé, peut-être en travaillant différemment. On aura sûrement des terrains forestiers où il faudra planter autre chose. Bon, ça, on va dire, c'est si ça va bien. Et puis si ça va mal, eh bien, certains endroits, est-ce qu'on aura toujours de la forêt? Ça, j'en suis pas du tout certain. Parce qu'on travaille sur le changement climatique en forêt. Le programme Rainforest a commencé en 2009. Donc vous voyez, on est en 2025, ça fait déjà 15 ans qu'on a cette idée en tête là, qu'il y a un problème. En gros, c'est la tempête de 99 déjà qui nous avait dit, il y a quelque chose qui se passe. La canicule de 2003 déjà il y a eu une sécheresse en 2005, tout le monde n'a peut-être pas vu, mais dans certaines régions, il y a eu une sécheresse en 2005. Donc franchement, en 2007-2008, on s'est dit, voilà. Et donc on était parti avec l'objectif, à ce moment-là, c'était travailler pour une forêt de production future, qu'on puisse toujours produire du bois. Et là, petit à petit, je veux dire, 15 ans après, on change un peu d'objectif. Et l'objectif, c'est d'avoir un couvert forestier. Vous voyez, on a baissé un peu nos prétentions. L'idée, c'est de toujours avoir un couvert forestier. Voilà.
Alors si possible de production pour fixer du carbone, pour continuer à utiliser du matériau bois. Mais... Il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi tous les ravageurs divers et variés qui ont des durées d'action néfastes de plus en plus longues et il y a de plus en plus de maladies, de mortalité. Et ça, on est en plein dedans. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi un cortège funeste qui joue. Quoi. Il y a les effets indirects du changement climatique, c'est-à-dire que quand vous avez des températures qui augmentent, les insectes sont très contents. Ils sont très contents et ça devient un peu la fête au village. Et donc on a des développements d'insectes, une multiplicité. Bon après il y a la mondialisation qui joue là-dessus. Il y a toujours, tous les ans, on a des nouveaux pathogènes qui arrivent, qui prennent l'avion, qui arrivent par les aéroports, qui arrivent par les bateaux, qui arrivent. La mondialisation, on la ressent. On a des problèmes sur le chêne, par exemple, avec des insectes qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années, quoi. Donc et ça, soit on prend plus l'avion et on prend plus le bateau, et à ce moment-là, on peut être sauvé, mais bon, comme c'est pas du tout l'état d'esprit de la société. Voilà, on est exposé à ça, et on a ce changement climatique le climat change, la donne change, ça c'est clair. Les saisons, ce que disait Gaël, les saisons sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on a des saisons qui rallongent, donc par rapport à ce qu'on appelle les ravageurs, c'est-à-dire les insectes qui s'attaquent aux arbres, et bien ces ravageurs, font des cycles de reproduction plus nombreux, donc ils prennent en intensité, etc. Et donc on a, par exemple, la processionnaire du pin, qui encore, il y a quelques dizaines d'années, elle était cantonnée au sud-ouest de la France, maintenant elle remonte très largement. Puis je peux vous citer d'autres parasites, voilà. Donc il faut jouer avec tout ça, enfin, essayer de se sortir un petit peu de ça, mais voilà. Et après là-dessus, quand on ne sait pas où on va, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, on essaie de diversifier, d'essayer d'avoir plusieurs essences, de faire des mélanges, de faire... Bon, alors après, il y a des considérations économiques qui font que... Ou des considérations techniques, hein. On ne peut pas mélanger toutes les essences n'importe comment. C'est-à-dire que dans les essences, c'est comme chez les gens, hein. Il y en a qui aiment bien être ensemble, et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas être ensemble. Voilà. Donc il faut bien trouver des mélanges qui vont bien, et peut-être avec des essences qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est un petit peu ce qu'on étudie dans certains dispositifs d'essai. Mais l'idée, quand on va chercher des essences d'ailleurs, c'est plutôt de se dire, on commence à les étudier aujourd'hui pour que si demain on en a besoin, on ait déjà des informations et des réponses. Voilà. Parce que c'est pas demain quand on dit, finalement, il n'y a plus de chêne Cécile, il n'y a plus de chêne Pont-du-Pied, qu'est-ce qu'on va planter? Ça sera trop tard. Parce que en forêt, on est sur le temps long. Là, on part sur 30 ans, 50 ans, 60 ans. Voilà, on est sur le temps long. Donc, il faut commencer à travailler tôt, et c'est tout l'objectif du travail que l'on fait. Pour le renouvellement forestier, c'est un des premiers ravageurs, c'est le gibier. Et donc, pour implanter ces arboretums, on s'est heurté à du chevreuil. Heureusement pas au cerf, mais il y a des dégâts de sangliers, il y a des dégâts de lapins, donc on s'est retrouvé à protéger les arbres parce que, je vais dire précieux, mais c'est pas vraiment précieux, mais ils ont été cultivés pour ces arboretas, donc il fallait faire attention. Donc il y a des protections petit gibier contre le lapin. Et après, il y a eu des chevreuils et des cerfs, des sangliers et des cerfs aussi qui sont venus jouer. Et de la même façon, il faut protéger. Et même si aujourd'hui les arbres paraissent grands, il y en a encore certains qui sont un peu petits, donc on est obligé de maintenir la protection pendant un certain temps. Dans un monde idéal, on enlèverait les protections, dans un monde idéal. Mais aujourd'hui, on ne peut pas enlever les protections parce qu'il y a trop de gibier. Et même le grillage, par exemple, le grillage qui est là, que vous voyez, qu'on ne voit plus trop parce que aujourd'hui, on a la forêt de la Hunaudet, je pense, qui est juste à côté. Il y a du cerf. Vous mettez un cerf dans l'arboretum, c'est la catastrophe. Le cerf, c'est vraiment, pour la forêt, c'est une catastrophe à tout point de vue. Et autant sur les arbres adultes que sur les semis, que sur les repousses. Parce que c'est une catastrophe, parce qu'on a atteint des niveaux de population qui sont beaucoup trop importants. Si on avait un vrai équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre silvocynégétique, entre la forêt et les animaux, s'il y avait un vrai équilibre, tout le monde pourrait vivre intelligemment. Le problème, c'est qu'on a une explosion du gibier, du chevreuil, du cerf,
du sanglier. Et là, on a un déséquilibre synégétique qui fait que aujourd'hui, si vous voulez faire des plantations, eh bien, il faut commencer par mettre une clôture. Il y a 30 ans, je ne vous aurais jamais dit ça. Mais c'est même plus que la plantation, c'est-à-dire que même la régénération naturelle, aujourd'hui, elle est impossible. Parce que dès qu'il va y avoir, on appelle ça un cône de régénération, les semis qui sortent, ils se font ravager. On a des forêts entières où les semis ne dépassent pas 50 cm parce que c'est ravagé, c'est brouté. C'est brouté. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On le crie haut et fort depuis des années, mais il n'y a rien qui bouge. Et ça va devenir un problème de plus en plus important parce qu'on entend de plus en plus parler de forêts futaies irrégulières, futaies SMCC, culture mélangée à couvert continu. Mais si il y a du gibier, c'est impossible. Les enrichissements sont impossibles. Aujourd'hui, on ne sait pas protéger des feuillus précieux. On parlait tout à l'heure du mûrier, on ne sait pas le protéger. Il se fait ravager. Okay. Même les chênes locaux se font ravager. Donc ça va être une problématique et très rapidement. Et je voulais revenir sur la question de tout à l'heure, sur les politiques publiques qui sont très orientées monoculture. C'est de moins en moins vrai puisqu'il y a de plus en plus de volets biodiversité, diversification, ils appellent ça exactement. Dans tous les programmes, que ce soit Bresse, Forêt, Bois, il faut forcément mélanger et avoir au moins 2 essences. Pas forcément objectif, mais au moins 2 diversifications. Donc ça rentre peu à peu dans les mœurs, ça vient de plus en plus. Voilà. En fait, le but là, aujourd'hui, c'est de maintenir un couvert forestier. Parce que si on n'a plus que de l'arbustif et de la prairie, on aura de la biodiversité, mais pas la même. Okay. Du coup, peu importe les essences. Donc, peu importe les essences, on arrive toujours à trouver un équilibre. Il y a toujours des choses qui vont venir, d'autres qui vont partir parce qu'elles vont trouver un autre milieu qui leur sont plus favorables. C'est juste des migrations de population. Okay. Mais si on n'a plus de couvert forestier, alors là, c'est vraiment un pan de la biodiversité qui va partir. Donc, il ne faut pas tout opposer en fait entre la préservation de la biodiversité et la production de bois. C'est ensemble. On travaille ensemble. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les gens plantent ce qu'ils trouvent en pépinière. C'est-à-dire que c'est quand ils vont dans le magasin, ils achètent ce qu'il y a dans le magasin. Voilà. Après, c'est aux pépiniéristes à diversifier aussi les essences, mais c'est aussi, après, il y a tout un mouvement de diversification à faire passer. Mais diversifier les essences, c'est pour trouver des plants chez le pépiniériste, il faut avoir des graines. Et des graines, aujourd'hui, est un enjeu majeur en forêt, parce que même avec le changement climatique, on va prendre le chêne Cécile, on va rester avec une essence autochtone, on a des problèmes de récolte de graines sur chêne Cécile. On peut arriver à être en pénurie de plants parce qu'on n'a pas eu une bonne glandée, on n'a pas eu suffisamment de glands, et voilà. Et sur des peuplements de chênes, des premiers crus, si on parle avec des termes viticoles, des superbes peuplements, et là, on a des problèmes de fructification, on a des problèmes de floraison, et ça, c'est aussi le changement climatique. C'est des arbres stressés qui ne fructifient pas. Voilà. Donc on est en plein dedans. Ils ne vont pas être voués à disparaître, mais ils vont avoir des zones d'influence beaucoup plus réduites. Et donc, la forêt, elle a 3 rôles. Elle a un rôle de production, elle a un rôle de soutien à la biodiversité et un rôle d'accueil au public. Et pour que ces 3 rôles soient préservés, on doit trouver des substituts potentiels aux essences qui sont aujourd'hui là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout remplacer par une exotique. C'est pas du tout dans ce cadre-là et c'est pas de cet ordre-là. Ce qu'on peut dire, l'objectif de ces arboretums, c'était un peu d'avoir 2 listes. On a pratiquement 100 unités génétiques différentes. C'était d'avoir 2 listes, c'est-à-dire avoir des listes avec des choses qu'il faut oublier, et puis des essences qui, celles-là sont intéressantes, on va poursuivre le travail. Je dis poursuivre le travail, je dis pas, maintenant il faut planter celle-là. On a encore des stades. Là par exemple, il y a des pins,
bon, qui ont attrapé la maladie des bandes rouges, etc. Bon, là, on a planté quelques arbres. Bon, dans tous les arboretons, on a à peu près le même résultat, donc ceux-là, on les oublie. Et puis il y a d'autres essences qui nous ont surprises, et on se dit, tiens, c'est intéressant, on va pousser le bouchon. Alors, là, nous, on va rentrer dans un deuxième niveau d'expérimentation. Ça sera plus des arboretums, mais ça sera ce qu'on appelle des tests de comportement, où là, on va planter un peu plus d'arbres. Pas beaucoup, hein, 200, au lieu d'en avoir là, on en a 12, on en aura 250. Mais vous voyez, c'est de rajouter un petit peu un niveau pour confirmer, disons, le bon résultat de cette essence. Mais voilà, on est dans un entonnoir, c'est-à-dire on part avec une liste très large, et puis on la réduit. Et l'idée, c'est, au bout du bout, c'est d'avoir, comment dire, un nombre d'essences relativement suffisante pour qu'ensuite, derrière, les sylviculteurs de demain puissent trouver des essences adaptées à leur région, adaptées à leur sol, qui produisent en bois de qualité, voilà, qui permettent de faire de la charpente, qui va permettre de faire du parquet, qui va permettre, l'idée c'est ça, mais c'est un travail de longue haleine, c'est voilà. Le résultat des arboretums Rainforest, donc là, nous on a des arboretums, au niveau français on en a 15, donc déjà en échangeant avec l'autre organisme qui en met en place, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique et de l'Environnement, qui eux on en met, on a déjà échangé, bon on trouve à peu près les mêmes résultats, et là dans le cadre de Rainforest 2, on va analyser au niveau européen, c'est-à-dire on va avoir les données anglaises, on va avoir les données portugaises, on va avoir les données espagnoles, on va échanger, et là on va véritablement faire une analyse, disons, de est-ce que pour notre sélection, est-ce que les Espagnols ont la même sélection? Est-ce que les Portugais ont la même sélection? Est-ce que ont le même résultat? Voilà. Et ça va permettre, disons, d'orienter un petit peu les options qu'on aura les uns les autres. Sur certaines essences, quelle que soit la provenance, c'est pas bon. Et puis il y a d'autres essences, en fonction de la provenance, soit on a quelque chose qui convient pas, soit on a quelque chose qui, par contre, est intéressant. Voilà. Okay. Et donc, vous voyez, on essaie d'avoir des marges de manœuvre. Okay. L'idée, c'est d'avoir un peu de marge de manœuvre. Et l'idée, c'est d'apporter des garanties pour la forêt de demain. L'idée, c'est pas de proposer demain une essence qui a un gros défaut, etc. Nous, on essaie d'apporter des garanties en termes premièrement, de survie. Parce que là, ici, il y en a qui n'ont pas survécu. Hein. Il y a des essences, vous ne les verrez pas. C'est lesquelles qui n'ont pas marché du tout? Ah, il y en a qui n'ont pas marché du tout. Il y en a, on les a plantés et on les a jamais mesurés. Mais c'est lesquels, par exemple? Il y avait le caroubier, par exemple, qu'on avait planté. On a planté, replanté, replanté. À chaque fois, c'est bon. Et il faut que ça survive. Il faut qu'il y ait une certaine croissance. Si on veut avoir des forêts, il faut quand même une certaine croissance. Et puis après, il faut qu'au niveau sanitaire, ça se comporte bien, que ça ne prenne pas des champignons, que ça prenne pas que ça ne soit pas ravagé par des insectes. Et voilà. Donc c'est un ensemble d'éléments comme ça qu'on essaie d'avoir.